Bonjour les amis, alors comment faire pour participer à des projets open source? Quels sont les bénéfices pour votre carrière ou votre entreprise? Quelle est la prochaine aventure collaborative et humaine que vous souhaitez vivre? Nous allons aborder ces sujets et bien d'autres avec Gaël Blondel, vice-président de la fondation Eclipse. Vous connaissez peut-être Eclipse à travers l'IDE Java, c'est-à-dire l'environnement de développement Java qui s'appelle Eclipse, comme Visual Studio Code, comme les outils JetBrains également. Mais Eclipse, ça va bien plus loin que ça. Il y a une fondation open source qui s'appelle la fondation Eclipse et qui rassemble plus de 400 projets open source. Certains parmi vous le savent, j'ai beaucoup travaillé avec les outils et technologies Microsoft dans ma carrière, mais à la maison, tout est open source. Que ce soit mon ordinateur, les logiciels que j'utilise et beaucoup de projets auxquels je participe. J'ai même retrouvé sur la mailing list du projet Jeff pour le Graphical Editor Framework en 2004, un mail que j'avais fait à l'époque où j'avais pas utilisé de pseudo, j'avais utilisé mon prénom et mon nom. Alors ça date exactement du 8 août à 18h38 2004 où j'avais besoin d'un coup de main après plusieurs heures de réflexion, où je galérais sur un truc et j'ai eu de l'aide de la communauté. Pourquoi avoir demandé de l'aide sur la liste de diffusion publique du projet Jeff, d'ailleurs, qui faisait partie de la fondation Eclipse? Eh bien, parce qu'à l'époque, j'avais entrepris de concevoir un logiciel dédié à l'aéromodélisme qui m'aurait permis de construire, de modéliser d'abord en 3D mes planeurs et ensuite de les construire sur des machines numériques qu'on appelle des CNC et également des découpeuses au fil chaud pour pouvoir découper les ailes dans du polystyrène, tout ça grâce à l'ordinateur. J'avais même envisagé de pouvoir exporter les modèles que j'aurais désignés à l'intérieur de mon logiciel pour pouvoir les utiliser dans des simulateurs et voir en direct les performances et les améliorations que je pouvais apporter directement dès la conception plutôt que de faire des essais et des erreurs sur le terrain. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout du projet. J'ai beaucoup appris, j'ai pu développer pas mal de compétences dans des sujets qui ne sont pas forcément ceux que je traitais en entreprise. Ça m'a permis également d'améliorer ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est des choses dont on va parler avec Gaël Blondel dans l'interview un petit peu plus tard. Alors finalement, j'ai pu apprendre des choses vraiment très intéressantes dans la programmation 3D, dans ce qu'on appelle les graphes de scène, ou les scènes graphes en anglais. C'est ce qui permet à une scène 3D d'être rendue comme un arbre avec des feuilles. Et on calcule et on affiche uniquement les choses que l'on voit visuellement. Et le bout de cet arbre, finalement, ce sont des bruits, c'est-à-dire des sons, ce sont des lumières et ce sont des objets 3D qu'on manipule à travers toutes ces feuilles, au travers d'algorithmes spécifiques qui vont permettre de parcourir très rapidement et d'avoir une rapidité dans l'affichage 3D. Alors, dans ces projets open source qui m'ont beaucoup aidé, il y avait par exemple The Gibonki Engine, qui est un moteur 3D Java, Ogre 3D, un moteur 3D C++, OpenSceneGraph, qui est un noyau utilisé par beaucoup de logiciels 3D pour avoir justement ce graphe de scène, et bien d'autres encore. Ça m'a permis également de toucher à un autre sujet qui est très lié au monde de l'open source, qui est l'open hardware, avec notamment le projet RepRap. Le projet RepRap, vous le connaissez un petit peu à travers l'actualité. C'est un projet un petit peu de science-fiction qui visait à avoir une machine qui était capable de se répliquer elle-même. C'est finalement la base de l'impression 3D pour les particuliers, avec une imprimante 3D qui est capable de fabriquer ses propres pièces pour avoir une copie d'elle-même. Adrian Boyer est un universitaire mathématicien et ingénieur britannique qui est à l'origine de ce beau projet et qui a fait naître notamment d'autres vocations dans l'open hardware et l'open source. Je me souviens, c'était en 2012, c'est là où j'ai construit ma première imprimante 3D, c'était une Prusa i2. Alors pas i2, pas moche, hein, i2 c'est le i2, voilà, qui était pas facile à faire parce qu'il fallait prendre les pièces, il y avait une liste, il fallait les acheter un petit peu partout et puis les assembler soi-même. Et bien grâce aux communautés, notamment celle du concepteur qui s'appelle Joseph Prusa, on pouvait avancer. Moi j'avais des questions, je les posais directement via l'IRC. Alors l'IRC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu l'ancêtre de Discord. Donc je posais mes questions et lui-même me répondait, Joseph Prusa, en direct. Alors peut-être que ce nom ne vous parle pas, mais c'est quelqu'un qui a révolutionné l'image de l'open hardware et avec lui l'image de l'open source.
Joseph Prusa, à première vue, pouvait sembler comme quelqu'un de timide, d'assez jeune et qui était un membre actif d'une communauté open source. Il a eu pour ambition de monter sa propre société, mais toujours en garantissant d'avoir des logiciels ouverts et du matériel ouvert, c'est-à-dire accessible et modifiable par chacun. Aujourd'hui, c'est un businessman en République tchèque. Il n'a pas grandi dans la Silicon Valley, mais il a une société de plus de 300 personnes dédiée justement à la fabrication et à la distribution d'imprimantes 3D pour le grand public à travers le monde. Il est tellement investi dans son projet et les valeurs qu'il défend qu'il s'est fait tatouer le logo Open Hardware sur le bras. Alors vous l'avez compris, l'open source est un vecteur d'opportunité, que ce soit pour les développeurs ou pour les entreprises. C'est notamment l'opportunité de travailler dans un esprit communautaire qui permet de réaliser de grandes choses et qui permet également de se réaliser. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu parler dans la première partie du Covid de ce mouvement Maker qui a participé à la création de visières pour les hôpitaux, pour les commerçants, avec justement des imprimantes 3D. Mais est-ce que vous avez entendu parler des respirateurs artificiels qui ont été mis au point en très peu de temps, notamment grâce à des projets open source et un esprit de collaboration et de communauté dédiée justement à atteindre le même résultat? Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez sûrement vu le témoignage de Bruno, responsable de la transformation numérique de l'armée de l'air et de l'espace, et qui participe également à des associations, à des mouvements makers. Et je vous mets le lien dans la description, allez voir parce qu'on en parle justement, il a participé à ces initiatives et c'est vraiment très enrichissant. L'open source c'est vraiment un sujet qui me passionne, je pourrais en parler pendant des heures. Mettez en commentaire ce que vous en pensez ou votre expérience directement en dessous dans les commentaires de la chaîne YouTube ou sur l'article qui est associé à cette interview sur le blog coderpourchangerdevie.com. Et puis si vous aimez cette vidéo, partagez-la. Mettez le petit pouce, c'est toujours sympa, et appuyez sur la petite cloche de notification pour aider la chaîne à monter dans les résultats de recherche, vous le savez déjà. Je vous souhaite une bonne interview dans le monde de l'open source, dans toutes les possibilités qu'il peut vous apporter, et bien dans peut-être le prochain projet auquel vous allez participer. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour Gaël, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super sympa. Gaël, c'est quelqu'un d'assez haut placé finalement, mais de très accessible puisqu'il est vice-président de la Fondation Eclipse et il a la particularité d'être français parce que Eclipse c'est quelque chose d'international, c'est mondialement connu et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans l'échange autour du monde open source, de ce que ça peut apporter aux développeurs au sens large. Et voilà, donc merci Gaël pour cette acceptation à mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui as plusieurs vies en fait, comment t'es venu l'intérêt de l'informatique? Alors moi, pour démarrer l'informatique, je dirais il y a eu plusieurs démarrages de l'informatique dans ma vie. J'ai eu mon premier PC Amstrad quand j'avais je sais pas, 14-15 ans, et à ce moment-là, c'est plutôt mon père qui se mettait à l'informatique, et donc on faisait du Turbo Pascal ensemble, etc. Mais bon, voilà, là, ça y est, j'ai déjà donné mon âge. Et après, je peux pas dire comme certains, voilà, je me suis mis à coder des jeux, etc. Je m'y suis intéressé, mais bon, euh, voilà, un petit peu. Et ensuite, en fait, c'est juste simplement mes études qui m'ont amené à faire une école d'ingénieur qui est thélésiale et qui maintenant s'appelle Télécom Nancy. Et voilà, quand j'ai eu l'opportunité, je crois que j'étais la troisième promo de Télécom Nancy, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'ESIAL. Et c'est là que, au fur et à mesure des années, je suis de plus en plus rentré dans le truc, jusqu'à, voilà, en dernière année, on passait pas mal de nuits dans les salles machines à faire nos TP, à avoir cette ambiance un petit peu. Et c'est vraiment là, je pense que ça m'a pris. Et que ouais, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, il y a plein de choses à faire, etc. On était,
dans cette dernière année, un de nos projets, c'était de faire un compilateur, de faire des choses comme Ah ouais. ça. Et j'ai bien aimé, voilà, vraiment aussi comprendre, pas juste faire l'informatique, mais comprendre aussi un peu tous les tenants et les aboutissants de ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'était après, j'ai commencé à travailler à Strasbourg chez Alcatel et où je faisais, j'ai continué sur un langage que j'avais aidé à créer avec eux dans un stage et qui était un langage pour faire des tests. On faisait des scénarios de tests de téléphone. Puis après, j'ai fait quelques années chez Alcatel. Et puis en 2000, fin 99, début 2000, j'ai Mm. décidé de déménager à Toulouse, où je suis toujours 20 ans après. Et là, j'ai travaillé pour Valtech pendant quelques années, où je me suis mis sur Java EE, les web services, etc. Donc voilà, tout ça, c'était un peu mon moment, je dirais, apprendre l'informatique, être consultant en informatique, être formateur aussi, parce que je donnais une formation chez Valtech. Après, j'ai eu un passage assez court finalement chez France Télécom à Toulouse. Et c'est là que je suis rentré dans l'open source. Donc D'accord. en 2004, avec mon manager, on est allé à une conférence open source, c'était la conférence Object Web, je D'accord. crois. Et autour de Jonas, autour de tout ça, parce que France Télécom était pas mal impliqué. Moi, j'étais dans une équipe qui déployait Jonas sur des projets. Et en fait, dans cette conférence, je me suis retrouvé à voir un petit peu voilà, toute cette communauté open source de gens qui venaient de différents horizons pour parler autour de projets open source. Et je me souviens être rentré et dire justement à mon manager, ouais, ça me plaît bien ça, j'aimerais bien en faire un peu plus, quoi. Voilà. Puis après, en fait, j'ai créé ma propre société en 2004 avec un ancien collègue. Moi, j'avais plutôt le rôle de CTO, si tu veux. Et dans cette société, on s'est dit, on veut faire du logiciel, et faisons-le en open source. Et on a commencé une collaboration au sein d'Object Web qui est ensuite devenue OW2. Et donc moi, je suis resté de 2004, je suis parti en 2010. Mais c'était une aventure. Donc on a créé le projet Petals. Et, et c'est une aventure où on était trois au début et jusqu'à une trentaine de personnes. Et puis après, ça a été repris par l'Inagora. Donc aujourd'hui, mes anciens collègues sont toujours chez l'Inagora. Voilà, voir comment fonctionnait un écosystème open source de l'intérieur et puis essayer d'amener mes propres idées et de vraiment co-construire ça au moment où OW2 a commencé à se construire. Et ça m'a amené à rentrer en relation avec d'autres gens, parce que tout ça, c'est aussi des histoires de rencontres, au fait, Mm. au final. Hein, quand j'ai participé à la création de cette boîte, moi, j'étais pas le créateur vraiment, mais c'est la personne, donc Bertrand Esquillier, qui voulait créer cette société et qui cherchait des cofondateurs et je me suis inscrit dans cette démarche avec lui. Mais après, en 2010, j'ai été travailler pour OBO, que tu connais peut-être parce qu'ils sont très présents en France au niveau de tout ce qui est technologie Eclipse, etc. Et c'est là que je suis rentré dans l'écosystème Eclipse. En fait, j'ai fait du business développement pour OBO, où j'étais vraiment en charge de développer le business autour des projets open source. Et puis parallèlement à ça, j'étais responsable d'un projet de recherche européen avec Airbus, Thales, le CEA, etc., qui visait à créer une communauté open source autour de projets pour le développement de systèmes embarqués. C'est le début de ma vie chez Eclipse. Et Mm. donc de 2010 à 2012, 2012-2013, j'étais un peu périphérique à Eclipse en étant chez OBO. Et puis après, en fait, un des résultats de ce projet de recherche, ça a été la création d'une initiative au sein de la Fondation Eclipse
Et en fait, j'ai été embauché par la Fondation Eclipse pour gérer cette initiative qui s'appelait Polar 6 au sein de la Fondation Eclipse. Voilà, donc en 2013, j'ai commencé à travailler pour la Fondation Eclipse, donc ça fait 7 ans malgré tout. Le monde du livre a beaucoup évolué ces dernières années. Quelles sont pour toi les valeurs qui t'ont motivé à t'investir et qu'en retires-tu aujourd'hui? Ouais, alors je pense que effectivement le libre ou l'open source quelque part a gagné. Tu sais, il y avait Oui, le ouais, je suis célèbre d'accord. article de Marc Andreessen dans le Wall Street Journal qui disait Software is eating the world. Et maintenant, tu as de plus en plus d'articles qui disent and open source is eating software. Donc, on peut dire que quelque part, l'open source est de plus en plus évident pour un grand nombre de sujets. Mm. Après, je pense qu'il y a open source et open source. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me motive dans le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a un vrai rôle, il y a un rôle super important des fondations open source par rapport à dans l'écosystème. Parce que de plus en plus, on voit que les gens pensent que open source égale GitHub, parfois. Un petit Oui, peu on se dit. Alors, ça peut être le point de vue du développeur. Ça peut être le point de vue du développeur qui se dit, bah ouais, en fait, l'open source, ça va me permettre de faire mon CV, etc. Et peut-être qu'on y reviendra, mais parce que je pense que c'est super important, ce côté montrer ce qu'on sait faire et puis faire partie. Et ça, c'est la force de GitHub, c'est de permettre à chaque développeur, à chaque individu de montrer en quoi il a contribué, quels sont ses talents, etc. Euh, Par contre, il y a, nous, ce qu'on propose, c'est tout un ensemble de règles, et on n'est pas les seuls à proposer ça. La Fondation Apache, je pense, est aussi très, très positionné là-dessus. Tout un ensemble de règles qui permettent de s'assurer que la collaboration est bonne. oui. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que ce soit vendor neutral, donc on ait Mm. vraiment la neutralité par rapport à un des acteurs, qu'on n'ait pas un acteur qui arrive et qui dit voilà, c'est mon projet, et si vous voulez m'aider à faire ce projet, eh bien, venez m'aider, c'est open source, donc vous pouvez m'aider. Nous, les projets qu'on a au sein de la Fondation Eclipse, c'est des projets qui respectent trois règles Mm. fondamentales qui sont l'ouverture, la transparence et la Mm. méritocratie. Et moi, je pense que ces règles-là sont vraiment des règles qui assurent la pérennité des logiciels open source. Alors, quand on dit transparence, on veut dire par là que tout ce qui se passe dans le projet doit être publié publiquement. Donc, Mm. toutes les décisions sont publiées sur la mailing list, ou dans un forum, ou sur une page wiki, ou dans un bug. L'ouverture, ça veut dire que tout le monde peut participer. Et c'est super important parce qu'on entend parler de tellement de projets dans lesquels Ouais. finalement une entreprise a son projet qu'elle dit être open source, mais Ouais. derrière, elle va interdire à tous ses concurrents de venir vraiment collaborer avec elle. Mm. D'accord. Ça, alors, c'est un mode de fonctionnement, c'est pas si mal. Mais malgré tout, nous, on va un cran plus loin. C'est tout le monde. Mm. Notre rôle à la Mm. Fondation Eclipse, c'est que tout le monde peut participer à un projet Eclipse. Et la méritocratie, c'est que il faut prouver que tu as la volonté et les compétences pour participer. Et il faut le prouver publiquement. Donc, c'est Mm. pas parce que, par exemple, si tu as une équipe projet dans une entreprise qui collabore, qui participe à un projet open source et qu'elle embauche une nouvelle personne, eh bien, en fait, on va demander à cette nouvelle personne de commencer comme un simple contributeur et ensuite, une fois qu'elle aura démontré sa valeur ajoutée pour le projet, Mhm. d'être élue par les autres committeurs du projet. Et ça, c'est super important. Donc, tu vois, tu as faire de l'open source sur GitHub, c'est super simple, c'est accessible. Et comme plateforme de collaboration et de codage, c'est super intéressant. Euh, t'as- et puis, nous, on propose un cadre autour de ça, sachant qu'on sait aussi gérer, avec ces valeurs que je viens de te décrire, on sait aussi gérer des projets qui sont des projets hébergés sur GitHub. On a à peu près la Mm. moitié de nos projets qui sont hébergés chez GitHub. Si tu veux, quand on parle quelles sont les valeurs de l'open source, etc., je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas dire juste deux mots sur Elastic, par exemple. Mm. Mm.
Tu vois, et Elastic n'est qu'une entreprise parmi d'autres. Et moi, je connais des gens qui travaillent chez Elastic qui sont formidables. Et et je pense qu'Elastic est une bonne boîte qui fait un bon produit. Mais malgré tout, c'est une boîte qui, à un moment donné, a utilisé l'open source pour gagner en visibilité, Mm. pour éventuellement rassurer, etc. Mais qui fait de l'open source un peu dans son coin Ouais, je en vois. demandant à chaque contributeur de donner la propriété intellectuelle. Et on voit qu'aujourd'hui, quand ils ont décidé de débrancher le truc et de dire Mm. ah ben non, en fait, Amazon est méchant avec nous, donc on a décidé d'arrêter de faire de l'open source, eh bien, les gens autour n'ont pas 36 solutions, quoi. Mm. Donc il y a ce côté, oui, le monde du livre a beaucoup évolué. Quelque part, le monde du livre a gagné, mais il est aussi parfois un peu mis en danger par des Ouais. comportements comme ça. Et puis nous, on a notre rôle, notre mission, on est une association à but non lucratif, la Fondation Ouais. Eclipse. Mm. D'accord? Alors on est une organisation internationale, on était établi aux États-Unis, on vient de déménager en Europe, on est maintenant à Bruxelles. Mais on est une association à but non lucratif dont le rôle, la mission première est d'assurer le bon fonctionnement des projets open source et d'assurer leur pérennité. Donc, on a des exemples, par exemple, on a de projets entre guillemets, manquent un peu d'amour pendant un moment, Ouais. parce que bah, la société principale qui était derrière a changé de stratégie, mais des projets qui ont eu du succès et qui, au final, il y a d'autres personnes, d'autres organisations qui les utilisaient et qui vont dire, bah ouais, mince, c'est important, et puis, c'est peut-être une opportunité aussi pour gagner en visibilité. Mm. Et qui, du coup, parce que nous, on a été là pour assurer que le projet était toujours là, pour assurer sa pérennité et pour fournir un cadre juridique solide, Mhm. eh bien, ils peuvent reprendre le travail. Donc, je pense que les fondations, elles gagnent à être plus connues. D'accord. Quelle est pour toi, en tant que développeur, si on se met à la place d'un développeur, la meilleure façon de s'investir dans l'open source et puis les qualités et l'état d'esprit requis? Alors déjà, je pense que tout le monde peut participer à un projet open source. Il n'y a pas besoin d'être le super crack, etc. Parce que dans tous les projets, il y a besoin de gens qui sont les personnes qui sont en train de commencer et qui vont aider à faire toutes les petites actions qui Mm. peut-être sont un peu en souffrance, etc. Les easy fix, les choses comme ça. Et donc, faut pas avoir peur. Mm. Après, il faut se familiariser avec l'outil de la mailing list ou du Gitter voilà, qui est que, bah ouais, vu qu'on veut que ce soit transparent, ça passe beaucoup par l'écrit et ça passe par de l'écrit qui est en anglais. Donc, malheureusement, ça, c'est un peu, il y a pas trop de choix là-dessus. Pour un développeur, il s'agit vraiment de trouver l'endroit, le projet qui t'intéresse, et puis d'aller voir ce projet-là et de commencer à regarder, ah bah oui, je vois tel truc, finalement, je comprends un peu, ou voire même, j'arrive dans ce projet et je comprends pas comment contribuer. Et ben ça peut aussi être une opportunité de contribuer, Mm. d'aller sonner à la porte du projet et de leur dire, ouais les gars, votre projet, ça a l'air sympa, mais juste on n'y comprend rien. Donc si vous m'aidez à devenir contributeur, je vous écrirai une petite doc qui explique aux autres, aux suivants, Ouais. comment contribuer. Tu vois? Donc c'est vraiment trouver et puis s'inscrire un peu dans le temps long, je Mm. pense. Ouais, c'est C'est-à-dire pas dire ah bah tiens ça y est c'est dimanche après-midi il n'y a rien à la télé et cet après-midi je deviens committeur d'un projet open source. Non ça va pas marcher. Je pense que c'est vraiment trouver un projet qui t'intéresse, pas hésiter à y aller parce que globalement les gens vont être plutôt sympas, ils vont être plutôt contents de voir arriver des contributeurs. J'ai j'ai un collègue qui cite toujours Eric Gama, donc Eric Gama qui était un des créateurs de la plateforme Eclipse, des outils de d'accord. développement Eclipse, et Eric Gama qui disait tout bug report
est une lettre d'amour, quoi. Donc, et pour éduquer un peu les développeurs côté open source. Et donc, n'hésitez pas à envoyer des lettres d'amour aux gens qui ont des projets parce que chaque personne qui a un projet open source est super contente en général quand elle voit sa communauté grandir. Mm. Et je dirais, il faut trouver les circonstances et puis la façon de pouvoir y aller. Il faut tenir un petit peu dans la durée parce que il y a parfois des choses, va y avoir pareil, mais ça peut être un moyen super pour apprendre, parce que je sais que toi, tu es sur cette thématique-là, et aussi pour apprendre, malgré tout, en général, les gens qui sont leaders de projets open source sont souvent des développeurs assez forts. Mm. Et donc, c'est aussi l'opportunité, participer à des projets open source, c'est aussi l'opportunité d'apprendre avec les meilleurs sur le domaine qui t'intéresse. Moi, je sais que justement à Télécom Nancy, là, quand ils ont fêté les 25 ans de l'école, euh, ils m'avaient invité comme faisant partie des anciens qui avaient fait une petite carrière, etc. Et donc, j'avais eu mes 2 minutes de gloire sur la scène. Je leur avais dit aux étudiants, je pense que chaque étudiant devrait essayer d'avoir au moins un commit, une contribution à accepter dans un projet open source au cours de sa vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça valide pas seulement le fait que tu as su écrire du code, etc., mais c'est tout, tous les soft skills, toutes ces façons d'être, tous ces savoir-être qui font que, bah oui, dans un environnement complètement complètement déconnecté, pardon, tu as été capable d'interagir avec des gens qui étaient déjà établis et de leur proposer quelque chose. Et ça, c'est des choses qui seront utiles après en entreprise de toutes les façons, quoi. L'écosystème Eclipse, c'est quelque chose d'assez mature aujourd'hui, très très ouvert et peut-être pas si connu que ça sur les succès en entreprise privée par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de quelques succès d'Eclipse dans le monde de l'entreprise? Alors, la question, c'est qu'entends-tu par Eclipse? Je te retourne la question. Parce qu'en Ah, fait, il y a Eclipse et Eclipse. C'est-à-dire que moi, je travaille pour la fondation Eclipse. Et la fondation Eclipse, on vient de passer le seuil des 400 projets. Et oui. donc, oui, bien sûr, il y a l'IDE Eclipse. L'IDE Eclipse qui a été créée en 2001 par IBM et qui a donné lieu à la création de la fondation en 2004. euh, pour permettre le développement et justement la gestion de façon neutre, etc. Mais depuis 2010, on a plein de projets dans d'autres domaines. Donc, si tu veux rester sur les outils de développement, on a Theia, on a Che, etc., qui sont un peu toute la nouvelle tendance d'outils de développement dans le cloud, qui sont des trucs super sympas. On a beaucoup de choses autour de l'IoT aussi. Pao, Mosquito, Californium. C'est des projets qui en fait te permettent de faire des communications MQTT entre tes devices, de faire on a des projets pour gérer de la mise à jour de devices, des choses comme ça. Donc un projet comme Hawkbit par exemple, c'est HAWKBIT. C'est un projet qui a été créé par Bosch D'accord. et par leur partie IoT et qui en fait est la base de leur outil de gestion de campagne de mise à jour de device. D'accord. Donc imagine, tu veux mettre, t'as déployé des objets au sein de tes clients. Et en fait, tu as 1 million d'objets sur lesquels tu veux mettre à jour le firmware. Comment tu fais? Est-ce que tu fais ça d'un coup? Et puis, tu vas écrouler ton réseau. Deux, c'est quand même super risqué. Et donc, ils ont développé cet outil qui te permet de faire région par région, de planifier des campagnes de bêta-test, de éventuellement faire des rollbacks si t'as ton call center qui se met à fumer. Ça, c'est un projet
qui me semble super intéressant parce que c'est un projet qui est très solide, qui Mhm. se base sur, qui est un peu un des projets un peu au cœur de notre pile IoT, qui se base sur beaucoup d'autres projets parce que bah, Oui. mettre à jour des devices, il faut que tu communiques avec le device, il faut que tu sois capable de dire au device, eh ben, tiens, voilà ton nouveau firmware, débrouille-toi pour changer de firmware, des choses comme ça. Et donc, et c'est aussi, j'aime bien en parler, tu vois, parce que c'est aussi un projet qui est assez loin Mhm. de l'IDE. Alors après, plus proche de l'IDE, ben on a Jakarta I, malgré tout, Ouais. Java Enterprise Edition, qui est devenu complètement open source, vraiment open source, Mhm. parfois un petit peu dans la douleur, mais parce que ça a pris du temps. Donc, c'était potentiellement un peu frustrant pour la communauté. Mais aujourd'hui, on a Jakarta i9, Jakarta E9 qui est la version actuelle. La communauté maintenant travaille à Jakarta E10. Et donc, voilà, on a dans la même veine, on a OSGI, Mhm. OSGI Alliance qui vient de décider de rejoindre la Fondation Eclipse. Donc avant, c'était une association indépendante et puis ils viennent maintenant, donc c'est en cours. On a Adopt OpenJDK. Donc je Oui. suppose que Adopt OpenJDK, tu sais, ça a été créé il y a quelques années après que Oracle a changé ses conditions de licence sur la JVM. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ce qui est utilisé par défaut dans Azure quand il y a des machines qui sont provisionnées. Ouais, c'est utilisé par défaut dans pas mal d'endroits. En fait, c'est en gros Adopt OpenJDK. C'est l'endroit où tu peux récupérer des binaires OpenJDK qui ont été compilés et testés pour les différentes plateformes Mhm. et qui aussi implémentent un certain long-term support sur les versions. Parce que maintenant OpenJDK, c'est tous les 6 mois, on change de Mhm. version. Donc Mhm. voilà. Et donc OpenJDK a décidé de rejoindre la fondation Eclipse au mois de juin dernier. D'accord, Et, c'est une bonne nouvelle. et là, c'est en train de se mettre en place. Ça s'appelle Eclipse Adoptium maintenant. Et c'est assez sympa, quoi. Alors, tout ça se fait beaucoup autour de Java. Là, maintenant, je te disais qu'on avait déménagé en Europe. Donc, on a pas mal de choses qui sont en cours de montage, qui vont se déclencher bientôt. Donc, je peux pas nécessairement, sur lesquels je D'accord. peux pas nécessairement donner de détails. On, en venant en Europe, on va faire plus de choses autour de l'intelligence artificielle, plus de choses Mhm. autour du cloud. Et puis après, on discute avec certaines approches verticales, donc pour certains domaines métiers, Mhm. de les aider à construire une stratégie open source. Mhm. Parce que D'accord. l'open source a gagné, mais l'open source a gagné pour l'instant vraiment du côté des super plateformes. Donc, OK, Mhm. on a Android, on a les TensorFlow, on a tout ça. Et du côté des acteurs du logiciel. Et en Europe, malgré tout, c'est pas les domaines où on est les plus forts. Mhm. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de faire gagner maintenant l'open source en Europe au niveau des acteurs industriels. Donc, Ouais. moi, ce que je voudrais, c'est, par exemple, faire de l'open source avec Renault, avec des entreprises comme ça, qui sont peut-être des entreprises qui sont classiques, traditionnelles, plus de l'industrie traditionnelle, et pour lesquelles le logiciel est un nouveau territoire qui est en cours d'appropriation. Alors, tu parlais de 400 projets au sein de la Fondation Eclipse. C'est quelque chose où il y a des projets qui ont dormi, mais il y en a qui sont en train de naître, qui, je pense, vont exploser. Comment faire quand on est développeur ou quand on est une entreprise pour profiter de cette dynamique et pour peut-être inscrire dans sa stratégie des briques d'évolution basées justement sur des projets de la Fondation? À qui contacter? Comment rentrer dans les processus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? 400 projets, c'est beaucoup, on est Ouais. bien d'accord. Et du coup, à un moment donné, ce qu'on a commencé à faire, c'est on a créé le concept de working group. Donc un working group, c'est un groupe d'intérêt et c'est une sous-entité au sein de la Fondation Eclipse, si tu veux, dans lesquelles on va rassembler un certain nombre de projets
avec une certaine cohérence. On va aussi rassembler autour des working groups les acteurs qui s'intéressent à ce sujet. Et puis, on va faire des choses qui vont un peu au-delà de ce que fait d'habitude un projet open source. On va faire plus de marketing. On va potentiellement aller à des conférences ensemble. On va créer du contenu, des white papers, des choses comme ça. Et moi, je pense que pour des gens qui abordent la Fondation Eclipse de l'extérieur, le bon point d'entrée, c'est certainement les working groups. C'est de regarder, on a 400 projets, mais on n'a qu'une quinzaine de working groups. Donc, regardez quels sont les working groups qui vous inspirent. On en a un certain nombre dans l'automobile, on en a 2-3 dans l'IoT et puis dans ce qui s'appelle l'industrie du futur, industrie 4.0, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est IoT et puis aussi industrial IoT. On en a dans les outils de développement. Et on a tout ce qui est cloud, etc. Et donc ça, les working groups, c'est pour moi le bon point d'entrée. Et donc derrière chaque working group, il y a des points de contact qui sont à la fois les gens dans la communauté qui se sont engagés à animer ce working group, et puis aussi du staff de la Fondation Eclipse. Parce qu'aujourd'hui, la Fondation Eclipse, on n'en a pas parlé, mais on est un peu plus de 35 personnes. Donc, on est un tiers en Europe et deux tiers au Canada. Donc, on a derrière chacune de ces activités des points de contact. Donc, voilà, si c'est sur un domaine spécifique, il faut démarrer par les working groups et c'est assez facile de trouver le point d'entrée de chaque working group. Après, si c'est plutôt sur ah bah tiens, nous on a un nouveau projet dans un nouveau domaine, peut-être que c'est pas quelque chose auquel vous avez déjà pensé à la Fondation Eclipse. Moi, je dirais qu'en gros, mon point d'entrée, c'est moi. Je suis assez facile à trouver. Ouais. En tout cas, en France, ce sera moi. Donc, en Allemagne, j'ai un collègue qui a ce rôle de business development dans tous les pays qui parlent allemand. En gros, on est deux à se partager l'Europe là-dessus. Et voilà, tu disais en intro que j'étais assez accessible. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans ce boulot. C'est d'avoir l'occasion de parler avec des gens, d'autant plus en ce moment. Ça fait 1 an que moi, d'habitude, je me déplace une semaine sur deux. Une semaine sur deux, je suis pas dans mon bureau. Donc, effectivement, j'ai ce bureau bien installé chez moi depuis 10 ans, mais normalement, j'y suis pas. Et là, je suis revenu chez moi le 11 mars, le 11 mars 2020, et puis depuis, j'en ai pas bougé, quoi. Donc, voilà, avoir cette opportunité de parler avec des gens, d'échanger, c'est aussi ce que je trouve sympa dans ce boulot, quoi. Et Gaël, merci beaucoup pour tous ces échanges super riches qui apportent vraiment beaucoup de valeur. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, quelque chose qui va rester dans les mémoires, on va dire? Ce que je cherche à faire, et je pense que c'est là où on peut peut-être tous collaborer, c'est que je voudrais qu'il y ait plus d'entreprises qui fassent plus d'open source. Mais pas juste qu'elles utilisent de l'open source, parce que ça, quelque part, toutes les entreprises le font. Et elles le font parfois sans même le savoir parce que leurs développeurs vont aller piocher des librairies des bibliothèques qui leur permettent d'aller plus vite, etc. Mais c'est vraiment que chaque entreprise comprenne que l'open source, c'est pas juste une possibilité de réduire des coûts. Parce que je pense que quand on est dans ces idées de on veut juste réduire les coûts, au final, c'est pas nécessairement complètement positif. Donc, je pense que l'open source, c'est aussi une opportunité d'aller plus loin. C'est une opportunité de collaborer, et y compris de collaborer entre entreprises. Et je pense que cette idée de collaboration, moi, j'ai envie de la voir se passer, on parlait des étudiants tout à l'heure, donc se passer entre étudiants, se passer entre développeurs. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent avec les différents les meet-up, etc. Mais se passer aussi entre entreprises. Et quand tu imagines, si tu veux mettre en place des collaborations entre entreprises, tu as plusieurs façons de faire, mais une façon de faire, c'est de faire une joint venture et en gros de lancer des juristes pendant des mois sur un projet de collaboration. Et une autre façon de faire, c'est de faire de l'open source
Parce qu'en fait, on a un cadre juridique qui est bien cadré, qui est accepté partout dans le monde, Mm. donc, et qui, en fait, est compris de tous et qui Mm. fonctionne depuis 30 ans. Et Ouais. donc, c'est la façon simple de faire. Tu veux collaborer avec une entreprise en Amérique du Sud ou tu veux collaborer avec une entreprise n'importe où dans le monde, tu peux démarrer un projet open source. Et donc ça, c'est voilà, ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est ne pas juste s'arrêter à la partie facile qui est d'aller télécharger une bibliothèque sur GitHub parce que ça va résoudre le problème de la journée, mais d'aller embêter un peu les managers, etc., et leur dire, ouais, on peut aller plus loin et on devrait aller plus loin. Voilà mon Ouais. message. Yes. Super message. Et en plus, je retiens pour une entreprise, c'est quelque chose de simple par rapport à mettre du juridique de son côté avec une joint venture. Franchement, belle idée. Et puis surtout dans un monde qui sera bientôt, j'espère, post-Covid, l'entraide Ouais, et le collaboratif, avec un truc qui marche depuis 30 ans, tu as raison, souvent on l'oublie. Ouais, c'est top. Écoute Gaël, merci beaucoup. Franchement, c'était une avec super plaisir. interview. C'était Et sympa pour moi je aussi. te, je te dis à Et bientôt. ça m'a pas demandé, et ça, comme on était en français sur un peu parler de ma vie et trucs comme ça m'a demandé aucune préparation, donc c'était vraiment cool. Je te remercie. Dans le collaboratif toujours. C'est top. À bientôt Gaël. Ciao, ciao. À bientôt, ciao. Merci Gaël pour cette interview. C'est un super moment qu'on a passé ensemble. L'open source, on l'a vu, offre beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les entreprises, pour les développeurs et bien pour le bien de tous finalement en général. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que vous démarrez par exemple une carrière de développeur, vous pouvez consulter gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. C'est un guide que j'ai fait avec amour et avec humour. Et puis vous pouvez également vous familiariser avec le premier pilier de la programmation, celui de l'algorithmique, enseigné en suivant une recette de cuisine, celui des lasagnes à la bolognaise. C'est un format innovant qui favorise votre apprentissage, votre mémorisation et qui va vous aider au quotidien sur votre carrière de développeur dans la vie de tous les jours finalement. Moi je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.